Alors, je vous ai effectivement amené 16 mots qui ne veulent strictement rien dire. Alors moi, je pense que ce beau vocable de citoyenneté, aujourd'hui, nous devons l'appliquer aux habitants eux-mêmes et avec les habitants mettre en place des logiques de participation et au fond, pour un homme politique ou pour une nation tout entière, quel plus beau, quel plus magnifique projet. Les gens qui sont autour de la table, très rapidement, ils sont dans des rôles. Chacun est dans sa posture, chacun est dans son imposture même. J'étais à peu près capable de parler de n'importe quel sujet avec du vernis et en ayant l'air d'avoir potassé, d'être compétent sur la question. Puis il prononça la phrase interdite dans les médias. Je ne sais pas. Il s'agit d'une guerre qui éclate et je crois, dans mes souvenirs... Non mais on dit, est-ce que la France doit intervenir ? Et là, Et j'en sais rien moi, donc je ne sais pas. C'est le système qui t'engueule en disant mais tu ne peux pas dire ça et qui te dit même pense aux auditeurs. Tu te trouves en train d'écouter des gens, notamment personnel politique, qui disent l'inverse de ce qu'ils t'ont dit quelques minutes avant dans les loges ou qu'ils te diront après. Au maquillage, ils te disent c'est foutu, on est mort. Et hop, le rouge s'allume, là le mec se redresse. Non, mais on va réussir. François Fillon est présumé innocent. François Fillon a indiqué les choses. Moi, j'ai toute raison de lui faire confiance. Je peux pas dire au mec, tu mens. Je peux pas dire au mec, t'es un hypocrite. Tu as dit le contraire 5 minutes avant. Tu vas dire le contraire quand on va boire le café après. Je ne peux pas faire ça. Moi, ce qui m'a le plus rendu malade, c'était pas seulement d'avaler les couleuvres. C'était que les gens me voient en direct et me disent qu'ils me voyaient les avaler en direct. Amis du café, amis de la police, amis des travaux. Il faut que je prévienne d'ailleurs mon invité que, avant d'en donner un autre, peut-être que je vais me barrer parce qu'il y aura un plombier qui va sonner à la porte. Bonjour tout le monde, amis de Nostalgie. Toutes les histoires sont vraies, selon le bonimenteur Guy Birenbaum. En direct de peut-être Deauville, on verra. Bonjour monsieur Guy Birenbaum. Non, tu n'es pas à Deauville ? Non, je suis ni à Trouville, ni à Deauville. Non, je suis en banlieue parisienne. Tu es en banlieue parisienne. Ah bah voilà, de toute façon, il y a 3 lieux. Il y a 3 lieux dans ton bouquin, c'est la banlieue parisienne, Trouville et Deauville. Comment vas-tu ? Ben ça va bien, je suis très content d'être avec toi et avec tous les abonnés. Je fais partie des abonnés, je me suis abonné pour voir, mais je vais rester abonné. Hein. Ah, génial. C'est vachement bien. Non, c'est vachement bien. Et puis, je suis très content de venir discuter avec vous, quoi. Je suis ravi. Alors, mon cher Guy, il faut quand même être honnête, nous nous connaissons. Tu as voulu, il y a quelques années, me faire me tendre un piège. Tu voulais que j'écrive un livre pour toi. Je sais même pas si tu te souviens, nous en reparlerons. Depuis, c'est vrai. Ah oui, mais non, parce que c'est rigolo quand on y repense. Ça c'est bien. Voilà. Bon, parce que, alors justement, je vais te présenter, je vais expliquer pourquoi tu es là, et là, je vois bien qu'avec ta tasse, tu as compris la question qui va se poser entre nous deux, c'est la musique. Mais là, tu as pris un bon exemple. Dans Toutes les histoires sont vraies, son premier roman, le féroce Birenbaum Guy traverse ses époques comme d'autres chérissent la nostalgie. La sienne est tonitruante. Tantôt sombre, tantôt laser, redouté éditeur, chroniqueur à la dent dure, professeur de tennis, mélomane au goût peu sûr, dézingueur en chef de l'éditocratie dont il fut, l'ami Guy sait raconter des histoires comme personne, le voici convoqué au poste. D'ailleurs, son éditeur s'appelle les éditions Braquage, si c'est pas un signe. Bonjour monsieur Guy Birenbaum. Bonjour Monsieur Dufresne. Donc ce livre-là, c'est un livre extrêmement étrange. C'est un roman qui n'est pas un roman, qui est un roman où tu te racontes, et tu te racontes non pas au jeu mais au il. Tu racontes les 60 dernières années, grosso modo, c'est-à-dire comment tu as traversé les époques, que ce soit Mitterrand, que ce soit la loi Devaquet, que ce soit les grandes heures de l'éditocratie que tu as quitté, que tu dézingues. On va en parler parce que c'est un régal. Et puis, bien sûr, tes origines familiales sur lesquelles on va revenir, qui comptent tant pour toi, le tennis et ainsi de suite. Qu'est-ce qui t'a fait dire en dehors de ton ego boursouflé dont tu parles toi-même, je me permets, qu'est-ce qui t'a fait dire tiens, ça vaut le coup que moi j'écrive mes mémoires
si jeune? Alors, je dirais pas d'abord que ce sont vraiment des mémoires. En fait, le principe, ce qui s'est passé, c'est que sur Instagram, donc un réseau social de photographie, c'est là où c'est amusant parce que je fais de la photo depuis très longtemps. Je me suis mis à raconter des histoires avec des photos qui n'étaient pas forcément des photos récentes, avec des photos anciennes, avec des photos de famille, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte, parce que je recevais beaucoup de messages vraiment sympas en privé et parfois même sous la photo, que les gens étaient très intéressés par cette espèce de récit qui disait pas vraiment son nom. Bon, donc j'ai avancé et j'ai vu que cette forme d'écriture séduisait ces gens. Il se trouve que Sylvain Bourmeau, le patron d'AOC et producteur depuis 27 ans, je crois, à France Culture, Sylvain, qui est un vieux copain, m'a dit « Mais c'est vachement bien, tu devrais en discuter avec les éditions Braquage. » Tu parlais des éditions Braquage. Alors moi, je ne connaissais pas les éditions Braquage et en fait, Romain Lejeune, qui est le patron des éditions Braquage, a publié le très beau livre que je recommande de J.D. Beauvalet qui s'appelle Passeur, et dans lequel cette légende des Inrecuptibles se raconte à la première personne et raconte ses années d'entretien avec Björk, Bowie, etc. Donc on a commencé à discuter et puis il se trouve qu'on s'est mis très vite d'accord et il y avait pour moi quelques limites à l'exercice. Alors d'abord, et le livre commence comme ça, je ne veux plus dire je. Absolument. Voilà. J'ai passé une partie de ma carrière, je déteste ce mot, une partie de mon épopée professionnelle avec effectivement un ego comme tous les gens qui sont à l'image ou qui sont devant le micro, parce que pour faire ce genre de job, il faut l'ego est nécessaire et effectivement il peut être boursouflé, etc. Donc j'ai passé cette épopée, cette carrière à dire je. Et je ne supporte plus, alors quand je le dis comme ça va, mais de donner mon avis, donner mon opinion, comme j'ai pu le faire pendant des années, avoir un avis sur tout et surtout un avis dans des micros. Alors on va venir à ça parce que oui. Là tu as la dent très dure par rapport à cet exercice que tu as mené plutôt brillamment. Et il y a notamment, mais on a vraiment le temps, hein, on va pas en parler tout de suite, mais il y a notamment une rencontre avec le fils Sarkozy qui va, si j'ai bien compris, sur lequel tu tapais allègrement. Jean Sarkozy chargé de t'aider en droit spécial des sociétés en licence, c'est une blague ou un scandale? Et tu le rencontres un jour au hasard de la vie, et en fait ça va être un petit électrochoc pour toi parce que le type va te dire bah, vous avez raconté n'importe quoi, mais on va, enfin pas n'importe quoi, mais vous avez été très dur et sans le connaître, et ça se fait pas. Et c'est intéressant parce qu'évidemment c'est depuis Sarkozy qui le dit, donc il part, il part plutôt avec un désavantage, voilà. Et donc tu décides de ne plus dire je parce que tu ne veux plus participer à ce cirque. En gros. Je veux plus participer au cirque, et une bonne façon, à mon sens, de raconter des histoires, c'est de se mettre à distance soi-même. Et j'ai choisi pour ça le il, comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Et j'ai choisi surtout de raconter des histoires. Alors qu'est-ce que ça veut dire raconter des histoires? Moi, raconter des histoires, j'ai fait ça toute ma vie. J'étais payé pour raconter des histoires, pour venir devant le micro, et pour, ayant choisi un sujet dans l'actualité matinale, par exemple, que ce soit dans la matinale d'Europe ou d'Europe 1, l'ancienne radio qui n'existe plus, ou de France Info, je dirais d'accueillir les auditeurs et d'essayer qu'ils soient plus souriants, plus intelligents à la sortie de la chronique. Donc ça, j'adorais faire ça, et donc je me suis dit, mais en fait, ce texte, ça va être comme si tu racontais des histoires. La seule différence, c'est que les histoires, tu les connais vachement bien, parce que c'est les tiennes.
Alors après, j'étais très content du titre, Toutes les histoires sont vraies, parce que je trouve que c'est un joli titre. Et ayant fait, comme tu le sais, et faisant encore beaucoup d'éditions, le titre, c'est très important. Et je trouvais que ce titre, pour une fausse autobiographie, où toutes les histoires sont vraies, bah, il tombait vachement bien. Il tombait vachement bien. Donc voilà, ça c'est on Alors, va dire, c'est la façon dont ça s'est goupillé pour commencer. sur cette idée d'utiliser le il plutôt que le je pour raconter tes propres histoires, je dois te dire qu'en tant que lecteur, c'est très agréable parce que ça donne beaucoup de légèreté, de souplesse. C'est-à-dire qu'on sait qu'à tout moment tu parles de toi, mais sans te mettre en avant, parce que c'est le il et pas le je. Donc c'est-à-dire tu deviens un personnage effectivement romanesque. Et en tant que auteur, écrivain, je peux te dire que je suis très jaloux de pas avoir eu cette idée plus tôt, parce que c'est vachement bien. Non, parce que je pense que ça facilite aussi l'écriture, mine de rien. Une fois qu'on a trouvé ça, je veux dire. C'était impossible pour moi, je peux pas dire j'en ai ras-le-bol et écrire je, c'est pas possible. Donc déjà, c'était pas possible. La mise à distance est géniale, et le fait quand je dis mise à distance, il y a aussi cette histoire d'ego sur laquelle il faut revenir 40 secondes. Vas-y. Dans un premier temps, j'ai fait une dépression en 2014-2015 qu'on a très largement attribuée en bossant beaucoup avec le docteur Nasio qui s'est occupé de moi à l'histoire familiale. Et puis, il se trouve que... qui hante ton livre. Qui hante aussi ce livre, hein, bien sûr. Oui, mais ouais, c'est un peu obligé. Et il se trouve qu'en 2017, alors que tout allait bien, j'étais à France Info, j'étais avec Bruce Toussaint, que tu connais aussi, dans la matinale, on s'amusait bien, on faisait des trucs vraiment qui allaient bien. Et puis le 31 décembre, impossible d'y retourner. Et là, je m'écroule à nouveau, je suis pas bien du tout. Donc, j'ai fini par comprendre, et j'espère que c'est bien ça et que j'ai bien compris, que ce que je ne supportais plus, c'était en fait cette exposition quotidienne, cette mise en avant, et que j'avais fini, mon ego avait fini par être rattrapé par l'autre personne qui était à l'intérieur, le gamin qui est à l'intérieur et qui est quand même très largement aussi le sujet du livre. Absolument. Et que ce gamin, il disait, mais arrête tes conneries, quoi. Arrête tes conneries, t'as fait des études, t'es plutôt sérieux, arrête de raconter des conneries, recentre-toi sur les choses essentielles. Non pas que je racontais, c'était pas tant ce que je racontais qui était des conneries, c'était probablement ma façon de le faire. Et il y a eu un déclic qui est pas du tout raconté parce que j'ai pas estimé nécessaire de le raconter, mais que je peux raconter là. En fait, à l'époque, si tu t'en souviens, je suis sûr que nos auditeurs s'en souviennent, Christophe Castaner était porte-parole du gouvernement. Et en fait, un jour, Christophe Castaner, il fait le compte-rendu comme porte-parole à l'arrière de sa limousine, enfin de sa, je sais pas quoi, Velsatis ou je sais pas quoi, dans la voiture. Et alors, je vois ça et moi, mon sujet de chronique était tout trouvé parce que j'avais envie de me moquer de lui et de dire non mais c'est ça, et la prochaine fois, t'as qu'à le faire en Vélib, mon pote. Donc, je fais ça à l'antenne, ce qui montre qu'on était super libre, hein, et on est vraiment super libre sur le service public parce que c'était assez foutage de gueule et violent. Et je pars faire la sieste parce que quand on est un matinalier, on fait la sieste. Et là, je me réveille et je trouve un message d'un numéro que je ne connais pas et qui me dit « Écoutez, bonjour, c'est Christophe Castaner. Ça m'a vachement fait marrer, votre truc. Et du coup, je l'ai fait. » Alors, tu sais, tu dis « Mais c'est quoi ce truc ?» Je check le numéro et là, c'est bien Christophe Castaner et il m'a vraiment envoyé une vidéo de lui en Vélib racontant sa vie. Bonjour cher Guy, je voulais vous dire que j'avais écouté ce matin avec attention, mais aussi avec le sourire, votre chronique. Alors, j'ai trouvé l'idée assez... J'ai mis mon plus beau casque pour pas prêter à la polémique. J'ai pris un Vélib, vous pouvez vérifier. Et j'ai tenté l'exercice, pour m'entraîner, de rendre compte du Conseil des ministres avec ce format-là. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire avec ça ? Eh ben, tu fais quoi le lendemain ? Parce que t'es un peu obligé. Tu dis, je pensais que je l'avais piégé. En fait, c'est lui qui m'a piégé. Et je suis obligé de faire une chronique le lendemain, alors qu'il va buzzer, bien sûr, à la télévision, tout ça. On va voir les images de Castaner avec son casque sur son Vélib et de moi, couillon, qui est obligé de manger ma casquette. Christophe Castaner,
à relever un des défis que je lui donnais, puisque je lui disais à la fin de cette vidéo, pourquoi pas la prochaine fois le faire en Vélib. Et ben il l'a fait. Et en fait, là, sans que je m'en rende vraiment compte, un tic-tac a commencé. Un tic-tac a démarré et qui dit, mais là, c'est en fait, voilà, tu viens d'avoir la démonstration que ça n'est plus possible, que cet exercice n'est pas tenable, et 1 mois et demi plus tard, c'était fini. Je ne pouvais plus y retourner. Page 249, tu écris « De tout ce bruit que tu viens de décrire, de tout ce bruit, le bruit ambiant, il ne voulait déjà plus. Il avait même perdu l'ambition, qu'il eût plus jeune, de se donner le beau rôle, celui du chevalier blanc. Cela n'aurait fait que gonfler un peu plus son ego, si boursouflé. » Voilà ce que tu écris. Alors ça c'est la dernière partie du bouquin qui va évidemment intéresser beaucoup de gens, je pense ici. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse les choses dans l'ordre. Quand bien même tu es dans un truc de désordre absolu, puisque et là c'est un autre truc, c'est une autre lecture, c'est-à-dire que elle est à la fois chronologique et surtout géographique. C'est-à-dire que on passe les périodes selon les endroits qui ont compté pour toi. 86 rue de Sèvres, le lycée Victor Duruy, Deauville, Trouville, et puis après ailleurs. Et ensuite, tu nous parles, on est dans quelque chose de plus contemporain où il y a moins de géographie, c'est plus une question de rencontre et de profession. Alors d'abord, évidemment, il y a ton enfance, il y a ta famille, et ça c'est extrêmement important parce que c'est pas rien. Ce que tes grands-parents ont vécu. Est-ce qu'on peut en parler ou on laisse les gens découvrir le... Oh non, je veux dire un mot. Alors, à l'inverse de Sylvain Bourmeau sur France Culture, moi je ne parlerai pas de la fin, puisqu'il y a une fin qui révèle une chose extrêmement importante, c'est que c'est le lieu où ont été cachés tes grands-parents. Je pense que ça vaut le coup de laisser ça au lecteur. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est pas seulement mes grands-parents, c'est ma mère. Oui, pardon. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, ma mère, entre l'âge de 13 ans et 15 ans, elle est cachée, effectivement, pendant 2 ans et 1 mois, c'est-à-dire qu'ils échappent à la rafle du Veldiv parce qu'ils ont été prévenus, dans des circonstances absolument rocambolesques, romanesques et incroyables. Ils se cachent pendant 2 ou 3 jours dans un autre appartement qui se trouve dans la cour de là où ils habitaient, ce qui fait qu'ils voient la police française entrer, pour la petite histoire, dans leur appartement depuis un autre appartement. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis, ils vont traverser la capitale, parce que ça se passe dans la capitale, et ils vont rester effectivement pendant 2 ans et 1 mois cachés. Vraiment cachés. Il y aura un épisode où mon grand-père se blesse avec le poil Gaudin. Ils réussiront à le faire soigner à l'hôpital pendant 15 jours, où il sera amputé du doigt, et où le personnel de l'hôpital, absolument extraordinaire, ne les dénonce pas parce que ce sont des juifs polonais, et que s'ils avaient été dénoncés, bien évidemment, ils seraient partis immédiatement dans les camps. Donc ça, c'est structurant, mais quand t'es petit garçon, tu sais pas que ça va te structurer toute ta vie. T'en sais rien. Tu sais bien qu'il y a des choses qui se sont passées, que tu vois par exemple tous les Noëls, il y avait un paquet qui partait de chez moi avec des douceurs pour des gens. Alors ces gens, c'est ceux évidemment qui avaient caché mes grands-parents maternels et ma mère, mais tu comprends pas trop en fait, tu sais pas trop. Tu vois bien qu'il y a quelque chose, que ta mère est surprotectrice, tu vois bien que ta grand-mère est surprotectrice, tu vois bien que ce sont elles qui t'élèvent et qu'il ne faut pas que tu fasses 4,50 m pour t'éloigner, parce que sinon probablement tu vas mourir, te faire renverser, te faire enlever, parce que c'était vachement à la mode à l'époque. Enfin, tu es surprotégé, et donc en fait je comprends, mais très tardivement. C'est là où je ne suis pas très malin, et peut-être... C'est malin de dire qu'on n'est pas malin. Non, mais c'est vrai. Non, mais honnêtement, c'est vrai, parce que je crois que il y a plein d'études maintenant scientifiques, neuroscientifiques, sur les traumatismes des enfants et des petits-enfants. Et moi, je suis enfant et petit-enfant. Je suis les deux. Donc, si tu veux, pour passer à côté, bon,
Donc voilà, donc ça, mais cela dit, si je t'ai bien lu, ton père qui est communiste oui. Ne te lève pas dans la religion. La question religieuse n'est pas centrale dans la famille. Hein. Page 23. Non. Ouais. Page 23, tu écris: La vie cachée dans Paris pendant les 2 ans de l'occupation avait fait de sa mère, donc tu parles à sa mère, hein, pour ceux qui prennent l'émission en route, c'est donc la tienne. Sa mère, et de sa grand-mère 2 boules d'angoisse. Il comprit bien plus tard qu'il avait reçu un sacré legs, leur anxiété en héritage, sans en avoir alors la conscience. Alors, après, tu as 2 grands-mères qui ont le même prénom, donc tu joues beaucoup avec ça, on comprend plus qui est qui, etc. Enfin, c'est assez fort. Tout le monde est très très en couleur quand même, c'est-à-dire qu'il y a une vitalité du fait de ce qui s'est passé, quoi. Hein. Ah mais je te confirme que je suis pas malin. Les gens croient que je suis très intelligent, ils se trompent. Non, j'ai pas fait le lien. Surtout, il faut dire un mot de mon père. Donc, mon père, il est vivant. Il a 96 ans. Il a eu la Légion d'honneur cet été dans la promotion du 14 juillet, et c'est bien le moins, puisque mon père s'est engagé le jour de la rafle du Veldiv avec ce qu'on appelle les FTP Moy. La fiche rouge. Il avait 16 ans, ce qui fait qu'il... La fiche rouge. Donc, une partie de sa famille est embarquée. Une de ses cousines, on est le 16 juillet 42, 17 juillet, discute avec lui et lui dit: est-ce que tu veux faire quelque chose? Et le petit Robert, il sait pas trop, le fils des épiciers, il sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis, il va se retrouver pendant 2 ans, lui, pour le coup, à mener des opérations absolument incroyables dans la capitale et dans la banlieue parisienne. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie au très beau livre d'Agnès Vievorka, Ils étaient juifs, communistes et résistants, dans lequel il y a un long passage sur les aventures de Guy Birenbaum, parce que ça aussi c'était super malin. Pourquoi je m'appelle Guy? Parce que c'était le blaze de mon père dans la résistance. En fait, on a coché toutes les cases des conneries qu'il ne faut pas faire. Et dans la famille. Mais ça, on s'en a expliqué. Je lui ai dit que c'était. Je pensais pas que c'était une super idée de donner un nom de résistant. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que je ne comprends pas, lorsque je commence à travailler sur le Front National, c'est-à-dire dans les années 83-84 à la Sorbonne. Très tôt. J'ai fait la première thèse sur le front, le Front National en politique, qui a été publié à l'époque. Et donc, je ne fais pas le lien que tu viens de faire. Et ce lien, je l'ai fait quand je suis tombé malade, bien plus tard, et que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je m'écroule? Et on a retravaillé beaucoup avec le psy, et il m'a fait remonter toute cette époque. Et il y avait comme une évidence, puisque c'est un peu une évidence ce que tu dis. C'est vrai qu'un type qui a été élevé comme ça par des gens qui ont vécu ça, qui s'intéresse à l'extrême droite à l'époque la plus virulente, parce que lorsque je commence à travailler sur le Front National, je rencontre et je fais des interviews de gens qui m'expliquent, comme Jean-Marie Le Chevalier notamment, qui était le bras droit de Jean-Marie Le Pen, après 2 ou 3 verres de pinard dans un restaurant, puisque pour ma thèse, je fais des entretiens, et lui, je le fais picoler, selon la bonne vieille technique que j'utilise dans ce livre de verser le vin dans la plante à côté, puisque je la réutilise dans ce livre, et ça marche toujours très bien. Je suis sûr que tu as fait ça souvent dans tes enquêtes. Enfin, moi, en plus, je ne bois pas. Donc, moi, oui, il n'y a jamais de plante. Ouais, c'est ça. Non, je croyais que tu allais me dire il n'y a jamais de vin, j'avais pas de croire. Et Jean-Marie Le Chevalier me dit bon, mais qui sera maire d'une ville. Maire de Toulon. Maire de Toulon, c'est ça, dans les années 90. Monsieur Birenbaum, on peut se dire les choses. Le journal de Anne Frank est un faux grossier. Donc là, tu as deux possibilités. Alors ça, c'est écrit noir sur blanc dans ma thèse et dans le livre qui a été publié en même temps. Hein. J'ai jamais été attaqué en justice ni rien. Hein. Et donc là, soit tu te lèves et tu lui mets ton poing dans la gueule. Mais moi, c'était pas du tout mon truc. Moi, mon truc, c'était d'écrire et de noter tout. Oui, monsieur.
Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi tous à les faire parler et que T'aurais bien pu lui sûr, jeter le verre de la- vin à la figure. j'aurais pu, oui, Non, non, mais non, mais tu as bien fait. t'as raison. Je pense que tu as bien Je fait. crois que- C'est voilà, toi. je crois qu'il fallait faire comme ça. Bien sûr, bien sûr. On s'écarte de l'ouvrage, mais c'est l'idée de l'entretien de ce matin. Aujourd'hui, tu regardes le RN comment par rapport à l'histoire familiale, à ton savoir sur le Front National, puisque tu enquêtes en 83-84, c'est-à-dire le début où ça va devenir le poison de la politique française, c'est-à-dire que c'est le moment J'ai de l'avènement. enquêté. Oui. Ma thèse, elle est en 92, donc j'ai suivi vraiment de très très près pendant 10 ou 15 ans ce que j'ai appelé dans ma thèse l'institutionnalisation du Front National. Donc vraiment, j'ai suivi ça de très très près. Alors, je vois bien, je vois la fin de ta question, donc je l'anticipe. Écoute, d'abord, ce qu'il y a de marrant, c'est que j'avais fait un papier sur la première intrusion, entre guillemets, des députés du Front National. Puisque pour nos plus jeunes camarades, le Front National a déjà eu un groupe de parlementaires grâce à la proportionnelle En 86. Entre 86 et 88. Et je l'avais étudié scientifiquement. Et d'ailleurs, le papier a été vachement repartagé lorsque le Front National a eu un groupe parlementaire. C'était dans une revue de sciences politiques que j'avais à l'époque fondée avec Bastien François, qui s'appelait Politics. Dont tu parles dans le livre. Ouais, tout à fait. Donc c'est très intéressant pour moi, 86, 2022, de voir réapparaître un groupe parlementaire, et un groupe parlementaire 3 fois plus gros que le groupe de 86. Alors, le groupe de 86-88, il était un peu de briques et de broc. C'était un peu tout ce qu'ils avaient trouvé. Alors, pour aller directement sur ta question, bien évidemment, il y a des bases au Front National, des référents culturels, des invariants, pour employer des mots scientifiques et compliqués, qui restent. Je veux dire, on voit bien quand on observe les candidats aux élections, par exemple, et pas toujours les élus, mais les candidats aux élections, qu'il y a des gens dont les origines personnelles, dont les histoires personnelles, même s'il y a de moins en moins de gens de la génération Le Pen père, font que on voit bien où ils se situent sur l'échiquier politique et que c'était des vieux fachos. Mais il n'y a pas que ça. Et déjà, il n'y avait pas que ça, même dans les années 80 et 90, et c'est là où c'était très intéressant, parce que mon patron de thèse, qui était un mec absolument merveilleux, qui s'appelait Jacques Lagroix et qui était une des sommités de la science politique française, quand je reviens le voir avec mon sujet, et je lui dis je voudrais travailler sur le Front National et je voudrais continuer à travailler là-dessus, et donc c'est l'un des plus grands spécialistes de science politique, de la science politique en France, il me dit non mais Guy, c'est les poujadis, ça va durer 2 mois votre truc. Mmh. Donc c'est très intéressant. Et donc il y a à la fois ces référents culturels, historiques, qu'on retrouve beaucoup maintenant chez Zemmour. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'analyse que j'ai faite de Zemmour quand il a débarqué, non pas dans l'espace médiatique, mais dans l'espace politique, c'est que en fait, Zemmour, c'est Jean-Marie Le Pen 2022. C'est-à-dire, c'est l'héritage, le vrai héritier de Jean-Marie Le Pen, c'est Éric Zemmour. Parce que sa fille, la fille de Jean-Marie Le Pen, n'a eu de cesse que de s'autonomiser et que de faire exister le Rassemblement national, indépendamment de l'histoire du parti. On a vu d'ailleurs que l'anniversaire n'a pas vraiment été fêté. Je te pose cette question de manière très sincère et ingénue. Ouais. Tu crois vraiment que Marine Le Pen, que le Rassemblement national d'aujourd'hui a viré sa cutie par rapport au Front National, et qu'aujourd'hui, où le feu coule sous la braise toujours? Ah non, j'ai pas dit qu'ils avaient viré leur cutie. Ce que je dis, c'est que l'extrémisme le plus radical, il est avec Zemmour, depuis la campagne présidentielle. Il y a évidemment des extrémistes radicaux qui ont été autour de Marine Le Pen, Chatillon et compagnie, tous ces gens-là, on sait très bien qu'ils ont fait ces campagnes et tout ça, il suffit d'observer. Je suis simplement plus, plus sourcilleux, et j'observe ça de façon... par exemple, moi, il m'est arrivé de discuter aussi bien avec Jean-Marie Le Pen qu'avec Marine Le Pen. C'est des gens que j'ai rencontrés dans le cadre aussi bien de mon activité journalistique que dans mon activité de chercheur. Très honnêtement, autant Jean-Marie Le Pen, j'ai aucun doute sur le fait qu'il est antisémite.
on peut parler au présent, hein, Jean-Marie Le Pen est toujours vivant. Marine Le Pen, je ne crois pas une seconde qu'elle soit antisémite, pour aller directement, tu vois, au cœur du sujet. Après, sur la façon de se comporter et de désigner des boucs émissaires, et nos immigrés sont évidemment toujours les boucs émissaires qu'ils étaient pour le Front National originel. Il suffit de regarder les affiches, elles n'ont quasiment pas changé. Et la problématique, elle n'a pas changé. Simplement, il y a toujours eu, et c'est ce que j'expliquais dans mes travaux universitaires et que j'ai essayé d'expliquer dès le départ, c'est pas à un moment ils sont gentils, à un moment ils sont méchants. Ils sont toujours, c'est à la fois, on essaie de s'adapter au système politique et donc on joue le jeu, et puis il faut qu'on se radicalise et qu'on s'autonomise en étant plus radicaux. Ça a toujours existé, ça existe depuis les années 80, 85, 90. En fait, cette double stratégie que moi j'avais définie aussi bien dans mon mémoire de DERAC que dans ma thèse, qui était adaptation, démarcation, elle ne change pas et elle ne changera jamais. Dire, ce parti, il est sur deux pieds. Le pied, on est des députés comme les autres, et puis on voit bien que tout d'un coup, il y a un gars qui bugle dans ici, retourne en Afrique. Bon voilà. Donc pam pam, c'est les deux jambes. Et pour certains, il n'y a qu'une jambe, pour d'autres, il n'y a que l'autre jambe. Mais l'ensemble, c'est les deux jambes. Donc pour moi, si tu veux, la question, elle ne se pose pas dans est-ce qu'ils sont maintenant institutionnels. Ça marchera toujours sur ces deux jambes. À propos d'Éric Zemmour, il fait partie de ceux qui provoquent un peu l'écriture du bouquin, si je comprends bien, puisque dans ton introduction, oui, tu nous dis qu'il y a deux fictions récentes qui t'ont travaillé. La première, je l'ai oublié, je crois que c'est le confinement, hein. C'est ça, non? Oui, Attends. c'est ça. Oui, c'est d'abord le confinement qui était quand même une épopée très étrange. Et ensuite, la présidentielle qui suivit, le grand confinement, reposa elle aussi sur une fiction. Elle se fit d'abord pendant des mois au rythme d'une théorie complotiste, le grand remplacement. Oui. Une infamie héritée d'un vieil écrivain rabougri raciste retiré en son château dans le Gers, dont tu ne le cites pas. D'ailleurs, tu cites très peu de noms, tu m'expliqueras tout à l'heure pourquoi. Ignominie portée par un candidat dont il, c'est-à-dire toi, connaissait les fêlures égotiques et les névroses pour l'avoir croisé dans ses vies antérieures, dans les médias et l'édition. Et là, tu parles évidemment d'Éric Zemmour, sur lequel tu ne reviens pas plus tard, bien que tu reviennes sur d'autres personnages. Tu racontes que tu avais prédit et gardé d'ailleurs des messages en disant il va se brûler les ailes pendant la campagne, il n'ira pas aussi loin que... Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire de Zemmour que tu n'as pas raconté dans le livre? Ça veut dire quoi les fêlures égotiques du bonhomme? Et les névroses? C'est quoi ces névroses? Qui a croisé et qui a connu Éric Zemmour depuis, comme toi tu as dû le croiser depuis 30 ou 40 ans au bord de plateaux ou dans des émissions. Enfin, on sait bien d'abord qu'il pense qu'il est plus intelligent que nous tous réunis. Ça, depuis que je connais Éric Zemmour, j'ai été très frappé par ça. Alors là, lui, c'est pas un ego, c'est lui, il a inventé l'ego. Oui, je crois que l'ego a été inventé pour lui. Et donc, c'est quoi ces fêlures? C'est que en fait, c'est le petit juif hypersémite physiquement, avec son nom, et qui est très emmerdé parce que c'est pas super cachère à droite et à l'extrême droite de s'appeler Zemmour et d'avoir cette pauvre tête qu'il a pas choisi, le pauvre, hein. Comme moi j'ai l'air ashkénaze, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc le grand remplacement, c'est pas apparu pendant la campagne de 2022 sous la plume d'Éric Zemmour, hein. Ça fait extrêmement longtemps que cette théorie complotiste, il faut toujours dire que c'est une théorie complotiste, la théorie du grand remplacement, parce que très souvent, maintenant sur les plateaux des chaînes d'infos, ça passe crème, quoi, comme on disent les enfants. Mais en fait non, c'est Renaud Camus, c'est une théorie complotiste, point barre. On sait d'où ça vient et on sait où ça repart. Donc si tu veux, Éric Zemmour a toujours été cette espèce de personnage, une sorte de Rubempré, mais de Rubempré venant de l'autre côté de la Méditerranée, et qui n'a eu de cesse que de vouloir s'imposer, et il y a réussi, dans l'espace médiatique, dans l'espace éditorial,
Et puis, la dernière marche qui montait probablement, c'est la marche politique. Et c'est là où il s'est complètement gouré. Effectivement, moi, tous mes copains, j'ai plein de copains qui sont pas du tout dans le milieu du journalisme politique et tout ça, qui ont commencé à vraiment flipper pendant la campagne et qui m'envoyaient des messages en disant oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que j'ai gardé les textos parce que ça me faisait marrer. J'ai dit mais vous inquiétez pas, à un moment, bon, bien sûr, il va pourrir la campagne avec ses thèmes pourris, ça c'est sûr. Ça c'est certain que pendant des semaines et des semaines, on va parler que de trucs absolument dont on ne devrait même pas, même pas parler. Notamment, on a entendu des élus considérés comme respectables utiliser l'expression grand remplacement sur des plateaux, et puis les journalistes se sont mis à l'utiliser de façon totalement décontractée, quoi. Donc ça, c'était un problème, bien sûr, sur on va dire, le déplacement du débat politique pendant une campagne présidentielle. Mais j'étais absolument certain que, comme disait notre président bien-aimé, je plaisante, Jacques Chirac, ça allait faire pchit. Et le pchit, il est arrivé. Alors, Zemmour essaye d'expliquer qu'il s'est fait avoir à cause de l'Ukraine, truc machin. Non, mais de toute façon, c'était écrit. Cette histoire, elle était écrite. Et donc, la fiction dont je parle, pour moi, les deux fictions qui m'ont motivé pour utiliser la fiction, c'est effectivement, c'est pas seulement le confinement, c'est toutes je dirais le fait que plus personne ne croit les scientifiques dans ce pays, de toute façon, hein, le discours scientifique, le discours académique, le discours qui tend à rationnellement essayer d'expliquer les choses, pour 30, 40, 50% des gens, ça n'existe plus. Et la deuxième fiction, c'est Éric Zemmour va être président. Voilà. Ça, c'est deux fictions. Et je me suis dit, mais puisque tout est faux, puisque tout est fake, bah moi aussi, je vais faire un bouquin en partant de la fiction. C'est ça le point de départ, très exactement. Puisque le vrai ne comptait plus, il écrirait un roman, une fausse autobiographie, où toutes les histoires sont vraies. Nous sommes page 15, et après, on se régale. Bon, là, tu fais un peu ton debord. Le faux est un moment du vrai, c'est ça en fait. Hein. Tu veux que je te fasse une grosse confidence devant tous les auditeurs et auditrices? Mais énorme. Et bien sûr. T'as jamais lu Debord? Pardon pour ça. J'ai quasiment, ça me tombe des mains. C'est parce que ça parle de toi? Peut-être. Je trouve que c'est pas. Non, mais tu sais, c'est pas très bien écrit en fait. C'est boursouflé. C'est boursouflé. Voilà. Mais non, par exemple, le livre Considérations sur l'assassinat de Gérard Lebovici, qui est un livre en fait sur le traitement médiatique de son ami Gérard Lebovici, producteur de cinéma, éditeur. Alors celui-là, tu fais bien de m'en parler, je vais le lire. Édition Champ Libre. Non, je pense parce que celui-là il est très léger, c'est-à-dire qu'en fait il répond à la presse, il répond aux accusations, et tu vas voir que c'est brillant. Quoi. Celui-là, je vais le lire. Mais tu sais, moi j'ai plein de lacunes. Donc je reconnais mes lacunes. Et donc quand j'ai derrière moi, je pourrais le sortir là, à côté du livre sur génial des affiches de mai 68 qu'on devine derrière moi. Oui, on l'a vu. D'ailleurs le chat l'a souligné. Plus rouge et point levé, bravo. Bien sûr. Ouais, c'est que de la frime. Et peut-être le livre après, il est à la cave. Oui, non, mais je sais que selon les intervieweurs, tu changes de décor. Oui, bien sûr. Alors quand le Figaro va venir, il y aura toute l'œuvre de Renaud Camus et des gens d'Ormesson. Et en fait, non, si tu veux, j'ai derrière commentaires sur la société du spectacle, etc. Mais moi, j'ai plus été bercé de par mes études, par les écrits de Bourdieu, de Champagne et de tous ces gens-là que j'ai eu la chance de croiser et qui étaient quand même très supérieurs, à mon sens, sur la télévision et sur les médias. Bourdieu, sociologiquement très supérieur. Bourdieu, dont vous prenez le nom pour en faire autre chose, c'est bien ça, j'ai bien compris. Ça m'arrive, oui. Hein? Oui, en fait, attention, esprit sensible, fermez vos oreilles. Parce que là, il va y avoir un gros mot. On peut plus dire ça. Ah, vas-y, ici tu peux. On peut plus. J'avais inventé dans une note de bas de page Peter, Nick, Mary. Et c'était passé, le patron de thèse avait rien vu du tout. Il s'est dit, mais qui est cet auteur anglo-saxon dont j'ai pas lu les travaux? C'est des trucs qu'on faisait à l'époque, on était vachement... Peter, Nick, Mary. Bah oui, mon Dieu, ouais, c'est moche. Non, j'ai honte. Pardon. Non, je m'excuse. Alors, je suis confus. On verra si tu t'excuses pareil pour la musique. Mais d'abord, ta rencontre avec la corruption. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. C'était à l'époque où tu étais un pourfendeur de la corruption. Tu vas être l'éditeur du Juge
Alphen, Eric Alphen, Oui. le grand Ouais. juge Eric Alphen, qui sera le Ouais. fondateur d'Anticor notamment, mais Ouais. son livre c'est bien avant. Et en fait, tu découvres la corruption, tu en profites, tu en bénéficies. C'est les 3 jours, et en fait, on distribue les 3 jours Oui. l'armée, et on distribue des petites enveloppes pour se faire réformer. Et donc tu te fais Oui. réformer, mais là tu te dis, c'est page 63. Ce n'était pas glorieux, il se sentait vaguement honteux par rapport à ses copains qui perdraient leur temps sous l'uniforme. La corruption, il fallait nommer les choses par leur nom, avait fait son entrée dans sa vie très tôt. Mais il n'y avait pas lieu Oui. de s'en vanter. Bon, ça, c'est évidemment une réécriture. C'est-à-dire que c'est après coup. C'est Ah au ben, bien moment. sûr. Sur le moment, je trouve ça très très bien que mes parents payent pour que j'aille pas à l'armée. Ah, ça, alors là, j'ai compris la corruption très tard, bien sûr. Bien sûr. Mais c'était possible à l'époque. C'était possible à l'époque. Je suis pas là, je ne pense pas que j'ai été le seul. Et effectivement, c'est, si tu veux, quand tu tires le fil de l'histoire comme tu l'as fait tout à l'heure en disant, hey, toi, vu tes origines, c'est quand même assez marrant que tu fasses un bouquin, une thèse sur le Front National. C'est vrai que la corruption est entrée très 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 tôt dans ma vie, parce que ça s'appelle comme ça, et que c'est vrai que si on essaie de reconstruire tout a posteriori, c'est marrant d'avoir été après l'un des éditeurs les plus en pointe, parce que j'ai eu cette chance, puisque j'ai suivi Montebourg au moment où vraiment on s'attaquait au pouvoir. Je pense à La Machine à trahir. J'ai suivi, effectivement, j'ai accompagné Alphen, mais aussi plein d'autres auteurs. J'ai publié La Cassette Mairie en même temps que Le Monde. Enfin, j'étais vachement anti-corruption, quoi. La cassette, Alors que, la cassette mairie, il faut rappeler ce que c'était, quand même. Alors, La Cassette Mairie, c'était le témoignage d'un affairiste qui accusait Jacques Chirac d'avoir pris des valises de billets quasiment dans ses mains, des mains de ces gens qui finançaient les campagnes de ce qui était le RPR à l'époque, si je ne m'abuse. Alors c'est justement, je parlais tout à l'heure qu'on s'était rencontrés à cette période-là. Alors effectivement, Ouais. on avait fait des petits débats, etc. Mais surtout, tu voulais absolument me faire un livre concernant Jacques Chirac. Tu te souviens ce que c'était ou pas? T'avais une folie à ce Non, moment-là. là, je vais m'en souvenir. Je sais, le truc japonais. Voilà, le truc japonais. Voilà. Ouais, le Donc truc tu étais. japonais. Alors à ce moment-là, il faut rappeler, Guy, tu es le roi de Paris, tu es un éditeur à succès. Mais si, tu es un éditeur à succès. Tu vends des bouquins à n'en plus finir, et tu es persuadé que Jacques Chirac, amateur de sumo, n'est pas tout à fait amateur de sumo pour rien. C'est parce qu'il aurait un fils caché au Japon. Et tu m'as dit, toi, tu vas y aller. Je te paye le voyage. Tu vas aller à Tokyo. Tu vas enquêter là-dessus. Et t'as pas voulu y aller. Mais T'as pas voulu y aller. t'es Voilà. zinzin. Mais par exemple, ça m'est revenu en lisant le bouquin, tu n'en parles pas, parce que c'est complètement un détail, mais ta vie, elle est aussi faite de ça, et dans tes rencontres, il y a aussi ça, c'est-à-dire que parfois tu vas t'enflammer pour des choses qui sont Oui. dérisoires, on pourrait dire. C'est Mais pas un reproche, hein, c'est... Ah non, mais j'ai écrit avec Laurent Beccaria un très beau livre dont je suis extrêmement fier, qui s'appelle Le Cabinet Noir, dans lequel je racontais en 2008 tous ces trucs que j'ai failli faire ou qu'on a essayé de me faire faire, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les années 2000, avant les réseaux sociaux, il y a pas mal de mecs qui traînent dans la capitale et qui viennent te vendre des trucs quand tu es éditeur, et c'est ça que je raconte dans ce bouquin. Et je raconte comment je me suis fourvoyé à plusieurs reprises. Et là, je le raconte à la première personne. Et c'est un livre que j'aime vraiment bien, dans lequel je raconte notamment comment j'étais l'éditeur d'Imad Laoud. Là, on est dans l'affaire Stream. Voilà, comment je me suis fait avoir comme un bleu. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire avoir. J'aimais bien me faire avoir, en fait. Tu vois, je croyais aux histoires, en fait. Et puis, après, les histoires, elles te rattrapent. Et la grosse histoire peut te rattraper plus que les petites histoires dérisoires, comme celle que tu as évoquée. Il y a Pierre qui te demande, un parti sur 2 jambes, à propos du Front National dont tu parlais tout à l'heure, d'accord pour les militants, mais les électeurs, ils ont quoi de spécifique? Tu parlais du fonctionnement du parti. Oui. Alors toute mon analyse et toute mon étude, bien que ce soit bien clair, j'ai toujours travaillé sur les dirigeants, et sur les cadres et une partie des militants. Et
à partir du moment où l'électorat est devenu aussi conséquent, je ne crois pas qu'on puisse caricaturer l'électorat en disant, comme disait Bernard Tapie à une époque, tous les électeurs du Front National sont des salauds, c'était ça, hein. Oui, oui. Bon, la proportion de salauds serait absolument gigantesque. Ça commence à faire énormément de salauds. La sociologie électorale a montré que pour tous les partis, quand on fait des analyses de sociologie électorale, il y a autant de raisons de voter pour un parti que d'électeurs, d'une certaine façon. Et que si le bruit du parti que nous entendons, parce que nous pensons que c'est un parti, on va dire, extrémiste, etc., n'est pas forcément le bruit qu'entend quelqu'un au fin fond de la Creuse, où il va voter pour des raisons qui sont les siennes et qui ne sont pas des raisons que nous allons interpréter comme des raisons extrémistes. Par exemple, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de café, il a l'impression qu'il est déclassé, il est chômeur, il se dit, bah tiens, ceux qui n'ont jamais exercé le pouvoir, tiens, je vais voter pour eux parce que peut-être ils feront mieux pour moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire des analyses, on ne peut pas plaquer l'analyse qu'on fait sur des cadres, des dirigeants et des militants sur les électeurs. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Alors, 2005, la chaîne, c'est Canal+. Tu écris à propos de ton travail, 2 minutes de pas grand-chose, ou d'à peu près, très bien payé. Il, c'est-à-dire toi, côtoyait toutes les vedettes qui venaient là en promo. On le maquillait, l'habillait, le chouchoutait. Donc là, tu racontes un peu le quotidien de la star de télé, et puis on comprend petit à petit que ça ne te va pas. Et tu as, à propos de On refait le monde, qui est un peu la matrice de tout le commentariat actuel, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un vrai problème, c'est-à-dire que nous avons participé quand même au pourrissement du débat public par sa genèse, c'est mon analyse. Et là tu as un truc assez drôle que je voudrais lire. Page 238, rapidement, dans ces émissions de débat sur l'actualité où il avait son rond de serviette, chaque chroniqueur finissait par ressembler à une parodie de lui-même. Le vieux réac, mais pas facho. Le facho n'était pas encore tendance pour doper les audiences. Le journaliste du Figaro tiré à 4 épingles, libéral, mais sympa, mais déjà très de droite. Le vieux communiste au grand cœur et pochette assortie. Le représentant AOC de la gauche caviar. Le journaliste, tu me diras si ça... Je me suis senti visé. Toujours mal sapé de gauche. Le patron de Canard, postillonneur, il fallait se baisser sous la table pour éviter ses éclats quand il est réputé. L'intello qui avait toujours la bonne citation et le bon auteur en bandoulière, même si personne n'a vérifié. La beurette ou le beurre, c'était incroyable, mais on utilisait vraiment ces mots-là dans ces années-là. Là où le journaliste qu'on a vu d'autres, qui a bourlingué, connu tout Paris et à qui on ne l'a fait pas. Les correspondants étrangers avec un accent pittoresque, sinon ça ne servirait à rien d'avoir des étrangers. Le meilleur éditorialiste politique de France officiellement dans le paysage depuis la fin de la 4e République. J'adore ce passage. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, tous. Nous, on n'y est plus, mais ils sont toujours là. Tu les écoutes ou pas? Tous. Oui, j'adore ça. C'est un kiff total. Ça me fait marrer de voir jusqu'où ça peut aller. C'est vrai? Ouais, oui, ça me fait marrer parce que je me dis quand même. Alors, tu parlais de pourrissement du débat public tout à l'heure. Alors, d'abord, historiquement, c'est pas tout à fait vrai. D'abord, On refait le monde, ça vient de On refait le match. Absolument. La première émission, c'est Sacomano, et c'est donc d'abord c'est des émissions de commentaires sportifs qui vont ensuite dériver vers le commentaire en plateau de l'actualité. Et on va voir des commentateurs sportifs devenir des commentateurs politiques. Pascal Praud, Gilles Verdez, etc. Daniel Riolo, etc. Et Jean-Michel, si tu nous regardes, comme dit Renan dans le chat, voilà. Exactement. Mais donc si tu veux, là, au départ, les gens qui sont autour de la table, très rapidement, ils sont dans des rôles. Et si tu veux, moi, ça me fait marrer. Toi aussi, ça te faisait marrer de faire le gaucho à RTL. En vrai, ça te faisait marrer. Ah oui. De venir là et de dire des... Bah voilà. Donc, ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, mais tu l'as fait. Et donc, chacun est dans sa posture, chacun est dans son imposture même. Et donc, on a atteint aujourd'hui l'acmé, le point paroxystique
de ce truc avec très étonnant où des mêmes personnes sont capables de parler d'absolument tous les sujets. C'est ça qui est génial. Parce qu'à l'époque, on était quand même assez centré. Souviens-toi, chacun avait un peu sa petite pelote, sa petite spécialité. Ses petites marottes. Ouais. Ses petites marottes. Et il me semble qu'il y avait une sincérité que je ne perçois pas du tout aujourd'hui. Non, tu penses que c'était déjà de la comédie humaine, toi? Moi, je pense que c'était déjà de la comédie humaine. Moi, je pense que depuis Balzac, j'ai lu Illusion perdue. Là, récemment, pendant le mois écoulé, ça m'intéressait quand même de voir ça. D'où le Rubempré tout à l'heure. Oui, d'où le Rubempré. En fait, il s'appelle pas Rubempré, il s'appelle Chardon en vrai, parce que Rubempré, c'est le nom noble qu'il voudrait avoir, qui est de la famille de sa mère et qu'il n'aura pas. Et donc, en fait, je crois qu'on est déjà dans des rôles. Regarde, autour de la table, on refait le monde, il y avait déjà Elisabeth Lévy. Ouais. Il y avait Elisabeth Lévy. Elle était un peu moins radicale, beaucoup moins radicale que maintenant. Mais si tu veux, ces personnages médiatiques mais déjà très désagréables. Mais déjà très désagréables, de mon point de vue. Oui, mais après, il faut pas s'arrêter. Non, j'aime pas les gens qui disent pas bonjour, moi. Ah si, moi je m'arrête à ça, moi. Si. Non, moi je suis d'accord avec toi, j'ai toujours bonjour. Mais je crois pas, pour répondre à la question, qu'on était plus sincère à l'époque. Honnêtement, toi, tu étais peut-être plus sincère, je veux bien le croire. Les gens que je voyais là, ils étaient déjà dans leur numéro. Regarde, les correspondants étrangers, c'est les mêmes. Oui, non, c'est fou. J'allume la radio, j'entends, comment il s'appelle, Toscano. Eh ben Toscano, il était avec nous. C'était il y a 20 ans. Le Alain Duhamel, il était déjà. Enfin, tout le monde est toujours là. Donc c'est très intéressant quand même sociologiquement d'observer comment la non-évolution. Alors maintenant il y a des petits nouveaux. Ça c'est ça que j'aime bien. Pourquoi je continue à écouter. J'aime bien écouter les petits nouveaux. Ça me fait marrer de voir comment la machine va les broyer. Alors tu conseilles d'écouter quoi? J'ai essayé hier, enfin j'ai pas fait exprès, mais je voulais savoir pour le Brésil, j'ai allumé France Info, je suis tombé sur un truc qui s'appelle Les Informés. Déjà j'ai rigolé parce que au moins on refait le monde, il y a pas trop pris sur la marchandise, tu vois, c'est on refait le monde. Bon, mais là les mecs ils disent Les Informés. Ils sont informés de quoi? Ils disent, parce que ce qu'il faut dire, ce que tu ne racontes pas, c'est que la plupart de ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se contentent, pour ceux qui travaillent, de lire 2-3 articles dans le taxi, payés, d'ailleurs ça tu le dis bien, payés parce que c'est quand même une belle vie, payés par la chaîne ou la station. Ils lisent 2-3 articles en diagonale et ils les bégayent à l'antenne, sans forcément bien comprendre. Le problème, si tu veux, c'est qu'en dehors des vrais experts qui, heureusement, de temps en temps, quand même, passent la tête, heureusement, l'ordinaire, c'est cette espèce de profession de bavard que j'appelle les bons clients, dont j'étais. C'est-à-dire que tu me mets, et j'étais à peu près capable, de parler de n'importe quel sujet avec du vernis, et en ayant l'air d'avoir potassé et d'être compétent sur la question. Jusqu'au jour où il y a un accident industriel que tu racontes. Voilà. Alors il avait marqué un blanc, un truc de mec malin, madré, avec du métier, qui voudrait montrer que ce qu'il allait dire serait essentiel. Puis il prononça la phrase interdite dans les médias. Je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Donc moi j'ai fait ça il y a très très longtemps et je me suis fait engueuler comme du poisson pourri, comme on disait à l'époque, et comme disait ma mère surtout. Et donc si c'est là où est le cynisme dont tu parlais tout à l'heure. Si tu montes dans le taxi, tu peux pas dire je ne sais pas. Voilà. Donc ne prends pas le taxi, fais ce que je fais depuis 2017. Où j'ai quitté l'antenne, et tu ne te trouveras pas confronté à ce moment. Mais moi, je n'entends quasiment, c'est rarissime d'entendre quelqu'un dire je ne sais pas, que ce soit les politiques ou les éditorialistes ou les commentateurs. Et en fait, donc la phrase interdite, c'est je ne sais pas.
Parce qu'il y a Ouais. des gens qui n'ont pas compris. La phrase interdite, c'est Ah, si, c'est je ne sais pas. voilà, non pas, je ne sais pas ce que j'ai écrit dans mon livre. Non, c'est, Non. voilà, Non. il s'agit d'une guerre qui éclate et je crois, dans mes souvenirs. Non, mais on dit, est-ce que la France doit intervenir? Et là, Mais j'en sais rien, moi. Donc, je ne sais pas. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, camarades, faire aller à la télé, ne dites jamais je ne sais pas. Et voilà, et tu racontes qu'en fait, après l'émission, tu te fais tancer en disant, mais enfin voilà, par l'animateur que tu ne nommes pas, mais qu'importe, parce que ce qui est important, c'est le système qui t'engueule en disant, mais tu ne peux pas dire ça, et qui te dit même, pense aux auditeurs. C'est ça. C'est-à-dire Alors que précisément, je pense qu'à ce moment-là, tu y as pensé plus que jamais. Mais c'est justement, Ouais. moi je crois, et on l'a très bien vu au moment du Covid, de la Covid, je sais pas comment on dit, tous ces médecins-là, qui étaient là, en fait, ils savaient pas. Mais sauf qu'il fallait dire quelque chose. Et donc, on vient et on dit quelque chose. Et encore, c'est encore pire parce que, logiquement, c'est des médecins. Donc, ils auraient dû, les scientifiques, au moins, avoir l'honnêteté de reconnaître qu'ils ne savaient pas. Alors, il y en a eu qui l'ont fait, hein, mais c'était rarissime. Et donc, voilà, la leçon de tout ça, c'est que si tu montes dans le taxi pour aller faire le malin, tu fais le malin. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais qu'on était sincère, je suis pas sûr, parce qu'il nous est arrivé à l'un et à l'autre et à tous les autres de parler de sujets sur lesquels effectivement on avait lu 3 papiers avant, hein. Et encore. Alors c'est juste pour une petite précision. Moi pourquoi j'avais participé à ça, c'est parce qu'à l'époque c'était Pascal Clark, et je pense que Pascal Clark, je le sais, je me souviens bien, elle acceptait qu'on dise je ne sais pas. Oui, mais elle était très particulière par rapport à cet exercice, me semble-t-il. Oui. Enfin, je pense que c'était une erreur de casting. Pour oui, exercice. Oui, c'est pour ça que c'était rigolo. Il y avait un effet sabotage, tu vois. C'est-à-dire qu'elle, voilà, oui, enfin, le sabotage n'a pas duré très longtemps. Non. Si je ne m'abuse. Non, voilà. Non, bien sûr. Alors, il y a eu quelqu'un après. Il y a autre chose, voilà. Il y a autre chose que tu as que tu racontes qui va être un révélateur, c'est dans des émissions où tu te trouves en train d'écouter des gens, notamment personnel politique, qui disent l'inverse de ce qu'ils t'ont dit quelques minutes avant dans les loges ou qu'ils te diront après. Oui. Donc l'espèce de double discours permanent. Et ça te... la preuve, là, t'en as marre. Là. Tu souffles, tu te dis, comment ça s'arrête? Ah non, mais ça me rend... Non, ou alors c'est parce que ça te rend malade. Voilà. Non, mais ça m'a rendu malade. C'est le chapitre Off the Record. Ouais, c'est la campagne présidentielle 2016-2017 où en fait on est en pleine affaire Fillon. Et donc, d'ailleurs, c'est sur notre plateau que Fillon vient tout de suite après sa phrase est-ce que le général de Gaulle aurait été mis en examen, et qui dit sur ce plateau-là que nous, les journalistes, on n'enquête pas assez. Tu te souviens de ça? Il vient à France Info et dit mais quand il y a une affaire, vous la suivez pas et tout. Et après, il va reprocher le contraire. C'est ça qui est absolument génial quand on va enquêter sur lui. Et donc, la campagne avance, elle s'effondre. Et donc, je vois arriver les Ciotti, les Estrosi, les Morano, qui, au maquillage, ils te disent c'est foutu, on est mort. Et hop, le rouge s'allume. Là, il y a le mec se redresse. Non, mais on va réussir. François Fillon est présumé innocent. Donc, t'es là, t'es assis avec tes copains parce qu'on était Sintès, Apathy, Bornstein, Bibi. Tu vois, c'est une armée mexicaine, là. On est tous là. Et toi, t'es là et tu dis, bon, mais monsieur, vous m'avez dit le contraire, là, dans la loge. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu fais ça. Tu peux pas faire ça pour le média qui t'emploie, et tu peux pas faire ça pour tes copains. Parce que ça veut dire, les autres, c'est des complices. Donc, t'as le truc tu vois, qui est là sur l'estomac. J'ai envie de fuir. Je te jure, j'avais envie de rentrer dans un trou, de partir, de me retrouver. Et je peux pas. Donc, 2 ou 3 fois, j'ai des petits moments de gloire parce que je vais réussir un coup avec un tel, réussir une bonne question. Mais à la longue, ça m'a dézingué totalement. Et surtout, et c'est là où c'est intéressant que je dise ça pendant cette émission, que je le dise ici, et avec tout cet écosystème médiatique dans lequel on est. Ça, c'est le plus important.
Ma thèse, c'est que nos glorieux aînés n'auraient jamais fait les carrières qu'ils ont fait avec les réseaux sociaux. Parce que moi, ce qui m'a le plus rendu malade, c'était pas seulement d'avaler les couleuvres, c'était que les gens me voient en direct et me disent qu'ils me voyaient les avaler en direct sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils voyaient bien, ils voient bien les gens. Donc, il faut un cynisme considérable que je n'ai pas. Et je suis admiratif de mes confrères et de nos confrères qui arrivent à ne pas se poser la question de ce que pense et de ce que dit en temps réel le public. Parce que nos amis dans le temps, je dis amis avec des guillemets, la seule souffrance qui était la leur, c'était le courrier des lecteurs, où on pouvait dire, là quand même, vous n'avez pas fait votre boulot. Moi, tous les matins, j'en prenais des palanquets de mecs qui disaient, t'as pas fait ci, t'as pas dit ça, t'as pas fait ci, t'as pas dit ça. Et il y a un moment, c'est pour moi, en tout cas, je n'avais pas l'estomac suffisant, ni les épaules, ni la carrure pour supporter qu'ils aient raison. Parce qu'ils ont raison. J'ai pas fait ça. Bien sûr, je l'ai pas fait. Parce que, comme on le disait, je ne peux pas le faire. Je peux pas dire au mec, tu mens. Je peux pas dire au mec, t'es un hypocrite. Tu as dit le contraire 5 minutes avant. Tu vas dire le contraire quand on va boire le café après. Je ne peux pas faire ça. Et donc, l'erreur fondamentale, c'est de m'être laissé entraîner là-dedans. Et pour avoir voulu être connu et reconnu, d'avoir mis la main là-dedans. Et c'est une erreur, mais j'ai fait ma carrière comme ça. C'était un bonheur de converser avec toi. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu en réalité. Et vraiment, j'ai vachement aimé ton bouquin. Voilà, toutes les histoires sont vraies. Je pense que ça s'est senti. Merci beaucoup. Tu as été très bon, comme toujours, pour en parler. Édition Braquage, ce sont des Belges. Très belle couverture, j'aime bien le papier. Non, c'est pas des, ils sont pas belges. Hein. Ah bon? Ah non, il est tous. Pourquoi j'ai pensé belge? Ah bah merde. Non, il est tout à fait français. Oh merde. Non, c'est pas grave. Faut revenir vite. Merci pour cet entretien très sympathique, nous dit Merci à toi. Voilà. Merci à vous tous et abonnez-vous au poste parce que c'est bien ce qu'il fait Dufresne. Il est mal sapé, ça, parce que bien sûr c'était de lui dont je parlais, mais on l'aime bien quand même. Salopard. Allez, je t'embrasse. À bientôt. T'embrasse aussi. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Ciao. Amis de la police et du café et de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, mille merci d'avoir suivi ces nouveaux épisodes de Poste. La nostalgie tonitruante de Guy Birenbaum et ses désengages en règle de l'éditocratie. Merci aux immenses modos de la paix et techno, Eurial, Jessie, Robin, Olivier. Merci à la folle équipe du site auposte.fr sur lequel il faut s'abonner. Emmené par les pétaradons Sylvia, Nicolas, Émeric, Alex et tous les autres. Merci à Blast pour le partenariat